toutes et à tous, donc bienvenue à cet atelier La digitalisation au service du modèle pédagogique. Donc je suis Patricia Brulefer, donc j'ai le plaisir d'animer cet atelier. Je suis chargée de mission animation et professionnalisation au Carrefour F Occitanie. Donc on est ensemble pour 1h30. Alors l'idée aujourd'hui c'est de tenter en fait d'illustrer les enjeux de la digitalisation de la formation, vous vous en doutez bien, qu'il y a des thématiques et des enjeux qui ont été soulevés de façon, je dirais, plus théorique, en posant le cadre et le contexte lors des tables rondes qui ont pu se tenir hier. L'idée aussi, c'est de compléter le salon qui a pu proposer et offrir une offre, disons, des solutions techniques à vos besoins en matière d'offres de formation et d'outillage. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir 2 témoins. Donc aujourd'hui, on est cet après-midi sur du pratico-pratique. Ce sont des expériences et des témoignages que l'on vous propose d'organismes de formation qui vont, on l'espère, pouvoir alimenter votre réflexion sur la place à accorder à la digitalisation dans votre propre modèle pédagogique, ou peut-être à questionner ou à mettre en perspective vos propres approches en la matière. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter donc nos 2 invités. Bonjour, Madame Laurence Notelet. Bonjour, Patricia. Vous êtes donc directrice régionale ingénierie et innovation en Occitanie à l'AFPA et fondatrice du dispositif ELOS, pardon. Et pas hélas. Vous avez déjà pu témoigner pour ceux qui étaient là hier sur la table ronde donc, du lundi. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour pouvoir peut-être approfondir certains points que vous avez pu aborder rapidement sur la table ronde. Monsieur Claude Banvart, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes cofondateur et directeur du développement de Tourisme Academy. Merci de vous joindre à nous. Bon, merci à tous d'être parmi nous. Je vous présente également l'équipe technique. Donc, merci aux techniciens qui sont en fond de salle. Nous avons également parmi nous, du coup, un live chatter. Donc, c'est Féti Mézier, donc mon collègue et acolyte, qui est chargé d'études outils digitaux au Carrefour F Occitanie et qui va accompagner les personnes qui nous suivent en distanciel. Donc, à ce stade, on a une 20aine de personnes, c'est bien ça, qui nous suivent, peut-être un peu plus. 22 personnes qui nous suivent. Donc l'idée, c'est d'être actif le plus possible en chat. Normalement, ils nous entendent bien aussi. Donc je vous invite à faire remonter vos commentaires et vos questions au fur et à mesure des témoignages ou des interventions. Et l'idée, ça sera de prendre un temps dans une deuxième partie d'atelier pour avoir le plus d'interactivité possible avec vous dans la salle et puis également avec nos participants qui se trouvent en ligne. Vous avez également Anna-Maria Castillon qui se trouve au fond de la salle, du coup, qui vous a fait signer les feuilles de margement et qui fera tourner le micro ensuite quand vous prendrez la parole, si vous le souhaitez, pour poser vos questions. Voilà. Donc, je vous propose, du coup, de démarrer dès à présent et puis de commencer avec nos invités sur le cœur du sujet, le modèle pédagogique. Donc, on aimerait bien avoir un peu plus d'informations sur vos 2 organismes de formation et l'offre que vous proposez. Vous allez voir que, du coup, le digital est très ancré dans les modèles pédagogiques de nos 2 interlocuteurs. L'idée, c'est de pouvoir creuser, du coup, sur ce qui constitue les composantes de leurs approches respectives, la plus-value, mais également d'aller taquiner un petit peu aussi les difficultés, les freins qu'ils peuvent rencontrer eux-mêmes. Donc, on va commencer avec vous, Madame Notelet. Pourquoi êtes-vous parmi nous? En d'autres mots, est-ce que vous pouvez nous immerger quelques minutes dans l'univers, donc élocien et pas élacien? C'est à vous. Je vais essayer. Merci, Patricia, de me passer la parole. Donc, effectivement, je suis là au titre de la fondation d'ELOS. ELOS, je vais commencer par vous poser une question. À votre avis, c'est l'anagramme de quoi? Merci. C'est l'anagramme d'école et on va voir pourquoi. Alors, je vais essayer de vous immerger dans ce dispositif de formation qui a vu le jour en 2019 à l'AFPA en région Occitanie. C'est un dispositif de formation, on le verra un peu plus tard dans nos interventions, qui a répondu à un certain nombre de problématiques. Je ne vais pas les développer tout de suite. Je vais essayer d'abord de vous faire comprendre ce que c'est. Alors pour ce faire, je vais me lever un petit peu, parce que je préfère, pour ma part, parler debout que assise. Alors, ELOS, c'est un dispositif qu'on a créé pour répondre mieux aux besoins de formation des entreprises et des publics. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est un dispositif de formation qui est constitué de 4 dimensions. Donc, la première dimension, en fait, on a souhaité, pour des raisons que je développerai, créer une entreprise simulée à l'intérieur de notre système de formation. C'est-à-dire de recréer les conditions de travail qu'on trouve en entreprise en recréant une entreprise autour des principales fonctions support.
Donc toutes les fonctions qui ont attrait à une entreprise traditionnelle, les fonctions RH, développement commercial, digital, marketing, formation, etc. Et dans cette entreprise simulée, les Élociens, qui sont des collaborateurs, réalisent en fait le développement de leurs compétences par le biais de la réalisation de commandes d'entreprise. Donc on a des entreprises partenaires qui signent des conventions avec nous et qui nous passent commande de réaliser des projets réels. Par exemple, quand on se forme à la formation designer web, on peut avoir une commande d'entreprise pour créer un site web. Alors, Laurence, excusez-moi, il y a une caméra du coup qui vous capte si vous restez dans la zone. Vous n'avez pas l'autorisation de dépasser la ligne noire. C'est comme quand c'est un penalty, c'est ça. Il ne faut pas que je dépasse comme la au ligne. foot. C'est ça, hein, c'est le scotch noir. C'est le scotch noir. Ok, elle est devant vous. Ça Super, marche. merci. Hein. Donc cette commande réelle va permettre aux collaborateurs d'Elos de développer leurs compétences à partir de ces modes expérientiels-là. Et au départ, ils n'ont pas de compétences métiers, donc pour pouvoir développer leurs compétences métiers, on va travailler d'autres compétences support qui vont leur permettre de réaliser et d'organiser le projet, qui sont des compétences en soft skills. Donc Elos, c'est un dispositif en mode expérientiel qui est enrichi d'apports en soft skills, en fin de compte. Donc la deuxième dimension d'Elos, c'est la dimension pépinière de projet. Donc on se greffe sur une entreprise avec des collaborateurs. Ces collaborateurs ont des commanditaires d'entreprises qui passent commande de projets réels. Et les entreprises, en contrepartie de la réalisation de projets à titre gratuit, nous donnent du temps. En fait, on a inventé un truc hyper nouveau, c'est le troc. Ils nous donnent du temps en mentoring, du temps en parrainage, du temps en accueil de nos Élociens dans le cadre des périodes opérationnelles en emploi, du temps pour participer à nos examens, du temps de conférences et de webconférences pour expliquer l'évolution de leur métier. La troisième dimension, c'est un système de coopération. C'est-à-dire que dans les études qu'on a faites, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, on a pu constater que la compétence la plus compliquée à acquérir, c'est la compétence collaborative. Collaborer, je ne sais pas si ça vous cause, c'est tout sauf naturel. En fait, on est plus naturellement en compétition qu'en coopération. Donc on a voulu développer un modèle pédagogique qui permet de développer la coopération, pas l'enseigner, la développer. Et du coup, pour développer cette coopération-là, les Élociens, les collaborateurs d'Elos, réalisent des projets à l'intérieur de plusieurs formations. C'est ainsi, par exemple, que les formations designer web travaillent avec les formations digitales, travaillent avec les formations en assistanat de projet pour réaliser l'ensemble de la commande. Donc, ils vivent la réalisation d'un projet en situation réelle d'entreprise. Et puis, la quatrième dimension, c'est la fonction tiers-lieu. C'est-à-dire que pour les compétences et les connaissances, elles se développent pas, elles ne se partagent pas uniquement dans les temps de formation, bien au contraire, mais dans les espaces informels. Donc on a créé une fonction tiers-lieu dans des lieux qui ont été complètement rénovés et designés à cet effet, qui permet aux uns et aux autres de coopérer en dehors des temps de travail. Et c'est un lieu qui est accessible à nos entreprises partenaires, y compris pour des besoins conjoncturels ou structurels, de bénéficier de nos infrastructures. Et c'est aussi des lieux où se réalisent des conférences avec des entreprises de l'insertion économique, par exemple, grâce aux Élociens. Donc ça, c'est la quatrième dimension, c'est la fonction tiers-lieu. Voilà en quelques mots ce que je peux dire, en 4 dimensions, ce que je peux dire de ce dispositif Elos. Alors, juste et en avant-propos, puisque Claude va sûrement prendre le relais, le digital. Vous me direz, oui, mais c'est quoi le rapport avec le digital ? Le digital, dans ce dispositif Élocien, ce n'est pas le projet de créer un projet digital en soi. Le digital est venu nous aider à ce que les Learning Masters et les Learning Guides que sont nos formateurs, puisque ce ne sont plus des formateurs, ce sont des accompagnants à l'émergence de la compétence, eux sont aidés avec tous les outils digitaux qui leur permettent de se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire faire émerger la compétence. Voilà la présentation du dispositif Elos en quelques minutes. Parfait, merci. Alors, Monsieur Banvart, je me tourne vers vous. Vous aimez parler de votre organisme de formation comme d'un OFNI. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est un organisme de formation non identifié. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, en quelques mots, ce qui caractérise l'offre de formation? Qu'est-ce que cette OFNI? Alors, la première chose, c'est que c'est pas moi qui suis là, c'est mon hologramme. Hein, mais il est assez bien réalisé, ce qui donne une impression tout à fait prégnante. Sérieusement, un OFNI, c'est 3 amis qui, en 2014, décident, en cumulant plus de 70 ans d'expérience dans différents métiers du tourisme, de monter notre pitch à l'époque, c'était une start-up de vieux,
avec l'idée de monter un organisme de formation qui travaille 100% en ligne, Tourisme Academy, 100% sur le tourisme et 100% en réseau. Alors, très concrètement, ça part d'une vision assez simple. Je pense que tout le monde sait, en tous les cas depuis la crise sanitaire, que le tourisme, c'est entre 8 et 10% du PIB, c'est 2 millions d'emplois, avec des emplois qui le plus souvent sont des emplois à très faible qualification. Il y a assez peu d'énarques et de polytechniciens, à part dans les états-majors d'Accor ou d'Air France. Et puis, ces métiers sont challengés par le digital, par l'internationalisation des clientèles, encore une fois, avant la crise sanitaire. Vous savez que la France est la première destination touristique mondiale. Et donc, par rapport à ça, apporter une solution innovante qui permette de travailler la montée en compétences des salariés des différentes branches, les hôtels, les campings, les offices de tourisme, les compagnies aériennes, enfin tout ce qui fabrique finalement un séjour réussi, qui soit à la fois engageant et adapté à ces personnes à relativement faible niveau de qualification générale, et puis qui soit également adapté à leurs contraintes d'exploitation, puisque un des avantages de la formation à distance, c'est que ça permet à des personnes de se former sans quitter leur établissement entre le check-in, le check-out, à la pause de l'après-midi ou ce genre de choses. Alors concrètement, Tourisme Academy est un organisme de formation, c'est-à-dire qu'on a une équipe pédagogique qui va produire un catalogue ou des formations sur mesure en fonction des clients avec qui on travaille, et ils vont à ce moment-là travailler avec des experts métiers qui maîtrisent la technique, qui maîtrisent la compétence, qui d'ailleurs souvent sont des formateurs également eux-mêmes dans leur activité quotidienne. Et notre équipe pédagogique, en fait, elle va retourner le gant, c'est-à-dire en partant de l'expertise de l'expert qui est finalement l'endroit où on veut amener le stagiaire à la fin du parcours de formation, recalculer tout ça pour fabriquer les cours, qui sont des cours en format vidéo, pour les quiz qui vont avec, enfin tout le dispositif pédagogique, et ça c'est à peu près le tiers de nos effectifs. On est une douzaine aujourd'hui et on fait un peu plus 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires. Ensuite, on va travailler, comme n'importe quel organisme de formation, en sourcing des stagiaires, quoi. Et là, la première dimension en réseau va intervenir dans la vraie vie, puisqu'on travaille avec des chaînes d'hôtels, on travaille avec des fédérations professionnelles pour aller toucher les endroits où travaillent les salariés qu'on va former. Mais on innove également en travaillant avec des sourcings 100% en ligne sur des demandeurs d'emploi, par exemple. On a mis au point, on va revenir dessus, je pense, un peu tout au long de cette table ronde. On a mis en place un processus de sourcing 100% en ligne qui a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il permet de lever tous les prérequis au fait de suivre une formation à distance. Quand vous recevez un mail dans lequel vous lisez une vidéo, vous remplissez un formulaire d'inscription, vous recevez des codes, vous les activez pour aller sur une plateforme, c'est que vous êtes apte à. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de raccourcir considérablement le moment entre la sollicitation du demandeur d'emploi où on lui indique qu'il y a une formation et son entrée en stage. Il peut se passer 48 heures sur des volumes qui peuvent atteindre 400, 500, 600 personnes. Ensuite, on va faire un travail de tutorat. On va accompagner la formation des stagiaires qui sont en relation libre à la plateforme, qui peuvent se connecter quand ils veulent, 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure, qui ont accès aux ressources pédagogiques, qu'ils les prennent dans la façon où ils veulent. Et nos Learning Community Managers, on a appelé ça en 2015, quand on s'est rendu compte que pour arriver à du 90% de taux de réalisation dans le milieu salarial et 75% de taux de réalisation, ça ne se faisait pas tout seul. Il fallait des techniques d'animation de communautés de stagiaires avec parfois des gros volumes d'apprenants. Donc on a inventé ce métier qui aujourd'hui s'appelle le tutorat, le e-learning tutoré. Bon, nous on appelle ça, on reviendra dessus, des Learning Community Managers parce qu'en fait leur boulot, c'est réellement des animateurs de communauté, comme des gens qui font du marketing grand public vont animer une communauté sur Instagram quand on est grand public, sur LinkedIn quand on est dans le B2B. C'est exactement le même boulot, c'est les mêmes techniques. Et ça permet d'avoir des approches d'accompagnement segmentées entre des gens qui sont capables d'être relativement, totalement en autonomie et des gens qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus proche et puis faire naître cet esprit communautaire.
Et ensuite, on organise des suites de parcours. Quand on travaille sur les demandeurs d'emploi, on a innové en mettant directement la semaine qui suit la fin de la formation, des réunions physiques où les stagiaires qui ont validé leur parcours sont invités à rencontrer des conseillers emploi qui vont venir de chez Pôle emploi pour faire un bilan de leur projet professionnel immédiatement à la sortie du parcours. Et à partir de là, soit on les envoie vers des job dating avec des entreprises en recrutement, soit on leur propose de s'inscrire dans des organismes de formation qui, par exemple, dans les régions, travaillent dans le cadre des PRF qui ont conventionné avec le Conseil régional pour faire des suites de parcours avec des plateaux techniques qui peuvent aller vers des titres professionnels inscrits au RNCP, ce genre de choses. Voilà. Ok, super. Merci pour ces éléments de contexte. De toute façon, on va fouiller un peu plus du coup de ce dont vous venez nous parler. Et en fait, on se rend bien compte que vous avez tous les deux le digital chevillé, disons, au modèle pédagogique. Votre offre de formation pourtant diffère beaucoup. Vos modèles économiques également, vous êtes plutôt, on pourrait dire, assez opposés. J'aimerais bien qu'on revienne juste sur cet ADN en fait, qui vous constitue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus l'un et l'autre l'ADN de vos organismes? Oui, c'est ce qu'on se disait avec Claude en préparant cette séance et Patricia. Force est de constater qu'on a des modèles un petit peu différents. Je ne pense pas qu'ils soient opposés, mais différents. Et je pense que la différence, elle a un rapport avec ce que nous sommes a priori. C'est-à-dire que nous avons des histoires différentes l'un et l'autre. En ce qui nous concerne, pour l'Agence nationale pour la formation des adultes, elle est liée à notre histoire et elle est liée à notre ancrage pédagogique. C'est-à-dire qu'on n'innove pas quand on est une structure comme la nôtre en partant de rien. On part de ce que nous sommes. L'AFPA, pour ceux qui, peut-être dans la salle, il y en a qui connaissent l'AFPA, peut-être avez-vous fait un parcours à l'AFPA à un moment ou à un autre. En tout cas, son histoire, elle est liée aux grandes crises qu'a connues notre pays. Première crise, Seconde Guerre mondiale, seconde crise, le crash pétrolier, et puis troisième crise, celle qui est encore là, c'est la crise du chômage. Et globalement, on a toujours été sollicité par les forces de l'État pour pouvoir reconstruire la France à quelques moments de son histoire. Alors, ça a un impact sur le modèle pédagogique, c'est pas rien, parce qu'à chaque fois, on nous a demandé de former à des métiers, à certifier, à qualifier les compétences en des temps records, c'est-à-dire en un minimum de temps. Ce qui fait qu'on a ancré notre modèle pédagogique sur les mises en situation métier, sur les gestes professionnels, sur la contextualisation des apprentissages. Et ça, c'est pas neutre. Du coup, on part de là quand on essaie de se poser la question de est-ce que la façon dont on forme aujourd'hui, finalement, est la bonne façon. Et du coup, ELOS s'est inspiré de cet ancrage pédagogique-là, de cet ADN. On a gardé le meilleur, c'est-à-dire ce qui donne sens aux apprentissages, parce que quelles que soient les études que vous pouvez lire, auxquelles vous pouvez participer, de ce pays ou d'un autre, il y a une constante. La constante, c'est on apprend quand les apprentissages qu'on développe ont un sens pour soi. Et le sens, souvent, c'est le sens métier, c'est ce qu'on essaie de développer comme compétence. Donc nous, on a gardé cet ADN-là, la contextualisation des apprentissages, mais on l'a poussé à son extrême, comme je le disais à cet instant, c'est-à-dire qu'on a poussé la contextualisation des apprentissages en recréant une entreprise simulée, c'est-à-dire qu'on est allé un peu s'inspirer, on pourrait utiliser d'autres mots, mais je vais employer celui-ci, de la FEST, ce qui est tant à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire de développer des compétences en faisant. Donc nous, à l'AFPA, avant, on faisait en situation reconstituée. Là, on fait dans le cadre d'une entreprise simulée avec des commandes réelles. Ça, c'est pas rien. On a donc poussé cette logique jusqu'au bout. Et puis, on a poussé cette logique en y incorporant d'autres éléments, c'est-à-dire les éléments de soft skills. Maintenant, moi, j'ai développé ELOS il y a 5 ans. Les premières études que j'ai faites il y a 5 ans, les soft skills apparaissaient. On appelait ça les compétences transversales, les compétences douces. Enfin, tout ça revêt un peu les mêmes réalités. En attendant, on a développé à côté des hard skills, des soft skills. Parce que c'est des compétences qui sont attendues aujourd'hui sur le marché du travail. J'y reviendrai tout à l'heure en matière de définition. Et du coup, ce modèle-là, moi j'aime bien l'appeler le 100% pédagogique, puisque c'est un modèle qui développe avant tout des compétences, dans une modalité pédagogique qui est hybride, puisque chacun peut choisir ses modalités pédagogiques, en présentiel, à distance ou en hybridation, et chacun choisit son parcours d'apprentissage.
Donc, bien entendu, comme il est hybride, le modèle comme le télétravail, hein, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, le digital a trouvé sa place parce qu'on privilégie, pour développer les coopérations, le travail entre pairs. Le formateur n'est pas que celui qui sait ou celui qui apporte, c'est le guide. Et les apprentissages entre collègues sont fondamentaux. Du coup, à distance comme en présentiel, on développe tous les outils de communication avec les plateformes numériques qui vont bien avec, et les classes virtuelles qui vont bien avec, et tous les outils digitaux qui vont bien avec. Voilà pourquoi on a créé ELOS, d'où on part et où on arrive. Parfait, merci. Monsieur Banvart. Alors l'ADN de Tourisme Academy, il va tourner autour du digital, évidemment, puisqu'on est nativement digital. Et un premier truc, c'est probablement un ADN de militantisme de l'innovation. On va revenir dessus, mais globalement, on venait pas de la formation, on venait du tourisme. Et on a découvert un univers qui était peut-être un peu en retard sur le sujet de la digitalisation. L'Observatoire de la branche, en 2018, dit qu'il n'y avait que 2% des organismes de formation qui étaient 100% digitaux. Et nous, c'est notre cas. Et les choses dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y a une différence de modèle économique entre la formation présentielle et la formation digitale. Vous êtes, je pense, en majorité des organismes de formation présentiels. Alors, vous avez peut-être du digital dans vos parcours de formation, mais vous venez du présentiel. Et globalement, l'histoire de la formation présentielle, ça peut démarrer par quelqu'un qui a une expertise, qui va commencer à faire de la formation, il va développer son activité, ils vont se retrouver à 2 ou 3, ils vont développer leur activité, ils vont prendre un bureau, ils vont développer leur activité, ils vont pouvoir investir dans un plateau technique, et puis la courbe d'investissement, finalement, elle va suivre la courbe de l'audience de ce groupe, de ces individus qui sont devenus une entreprise et un centre de formation. Le digital, le modèle économique, il est radicalement différent, c'est-à-dire que vous allez devoir commencer par investir massivement. Tourisme Academy, j'ai vérifié, depuis la création de l'entreprise en 2014, on a investi plus d'1 500 000 €. Et puis ensuite, donc vous avez mis beaucoup d'argent sur la table, et ensuite vous allez aller chercher la courbe d'audience qui va rencontrer votre courbe d'investissement, et vous ne commencerez à gagner de l'argent qu'à partir du moment où l'audience aura été supérieure à l'investissement. Pour vous donner une idée, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, exercice déficitaire. 2019, on a commencé à gagner de l'argent. Donc il y a un moment donné où c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le full digital est un modèle d'investissement qui va aller ensuite chercher son audience. Après, au-delà de ce phénomène qui est quand même assez structurel et assez massif, va se poser la question de l'ADN de l'innovation. L'ADN de l'innovation, ça va être, par exemple, de réussir des opérations de sourcing 100% en ligne, qui ont l'avantage de vérifier les prérequis, qui sont souvent une des conditions des cahiers des charges 100% digitaux. C'est une petite pointe d'humour, puisque c'est pas la peine d'aller le vérifier quand le processus lui-même permet de le vérifier. C'est aussi des capacités de réactivité avec une très très forte couverture territoriale. Par exemple, l'an passé, pendant le premier confinement, on s'est assez vite rendu compte que ça allait être très compliqué pour les entreprises touristiques de réouvrir. On ne savait pas trop quand est-ce que le gouvernement dirait qu'ils peuvent rouvrir. Il y avait des protocoles sanitaires qui étaient en train de s'élaborer branche par branche. Nous, on a décidé d'apporter une solution, et là où d'habitude, il nous faut à peu près 3 mois pour produire une formation avec une durée de réalisation de 4 heures, on pourra revenir sur cette aberration de la durée de réalisation estimée, on l'a fait en 1 mois en se mettant en ligne avec tous les protocoles sanitaires. Donc il y a eu un boulot énorme où l'équipe de prod a bossé quasiment H24. Et puis, au mois de juin, on a ouvert une formation protéger et rassurer ses clients face à la Covid-19, et on a formé en 1 mois 4000 personnes de toute la France, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que permet de faire le digital, qui serait sans doute plus compliqué à faire au niveau d'une activité présentielle, quoi. Donc on a à la fois de l'innovation dans le modèle économique, et puis ensuite, il y a des innovations dans les pratiques pédagogiques, dans le sourcing, pendant la formation ou à la sortie de la formation. D'accord.
Alors moi, je voulais vous poser une question aussi sur, toujours selon vos expériences, évidemment respectives, qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour vous dans la formation avec la prédominance, ou tout au moins la place forte accordée à la digitalisation au cœur même de vos modèles? On a abordé pendant ces journées les changements d'échelle, vous venez de le dire vous-même, de modèles économiques, les mutations technologiques ou encore davantage les impacts RH, les mutations et les bouleversements en matière de compétences, d'organisation, de production. Selon vous, voilà, qu'est-ce qui a été le plus impactant? Alors peut-être Claude à vous, comme ça on alterne un peu. Quand on a démarré, on travaille avec une plateforme. Nous, on a fait la décision de ne pas investir dans de la techno, parce que notre savoir-faire, il était plutôt sur les compétences. Donc on a investi dans le catalogue et on a fait un deal avec une plateforme qui a été incubée à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, avec un enseignant-chercheur assez brillant sur les sujets de la FOAD qui s'appelle Pierre Dillenbourg. Je vous invite à aller chercher DILENBOURG sur Internet. Il y a 15 ans, ce monsieur démarrait ses conférences en disant « Chers collègues, la FOAD est morte ». Et si vous pensez que ce qu'il y a de neuf dans la formation à distance, c'est le à distance, c'est comme si, quand vous parliez de la pédagogie de l'instituteur de Jules Ferry, vous parliez de la craie. Parce qu'en fait, la formation à distance, ça existe depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on peut se former, alors souvent beaucoup plus sur des cours de langue où c'est plus facile de faire du téléphone et ce genre de choses, mais la technique de se former à distance, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a 20 ans. Et en fait, nous, ce qu'on voit, ce qui a changé, c'est les gens et c'est la façon d'apprendre. Alors les gens, W, X, Y, Z, là je ne sais plus où on en est exactement, dans un sac à val, après ils vont nous repartir. On est reparti sur C. AB, ils n'existent pas, quoi. Donc, on est C. Alors la génération C qui arrive maintenant, mais pas que. Les gens ont changé d'une façon plus générale. Les gens ont changé dans leur façon d'apprendre. Les gens ont changé aussi dans la façon d'apprendre ensemble. Hein. C'est un peu ce que tu disais, ce que vous expérimentez dans Elos. On voit, nous, naturellement, sur nos plateformes, dès qu'on a 30, 40, 50 personnes dans une cohorte, ce qui est une salle de classe virtuelle, finalement, il va se passer une dynamique communautaire où les gens vont s'emparer de cet objet qui est une plateforme de formation à distance pour faire des trucs. Alors, très concrètement, par exemple, dès que vous avez 30, 40 personnes, vous allez avoir une tête de classe qui va se dégager. Alors, c'est la même chose que quand on fait de la formation en face à face, hein, il y a toujours les bons élèves qui sont dynamiques et puis il y a ceux qui ronflent derrière au fond de salle, collés au radiateur. Alors là, c'est la même chose, sauf que cette tête de classe, elle va prendre le lead sur le groupe. C'est-à-dire c'est eux qui vont être les plus actifs sur les forums, qui vont poster plus de questions, qui vont poster plus de retours d'expérience. C'est eux, on a un système où les gens gagnent des points et sont classés au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur parcours. C'est eux qui, d'entrée de jeu, vont finir le parcours en 3 jours, là où les autres vont mettre 1 mois, 2 mois, vont truster les premières places du podium. Il y a un système où ils peuvent se défier entre eux pour réviser en s'amusant. C'est eux qui vont lancer des dizaines et des dizaines de battles. Pour plein de raisons. Il y en a, ça va être... ils veulent être les premiers. Il y a des gens comme ça dans un groupe qui veulent toujours être en tête de classe, quoi. Alors, il y a ceux qui vont être super motivés par la formation et qui vont trouver ça génial. Et puis il y a des gamers purs. Et les gamers purs, c'est pas une question d'âge. C'est pas que des petites jeunes qui ont été biberonnés la poussette de Michel Serres, vous savez, la petite poussette là. Ça peut être des vieux comme moi. On a eu un directeur d'hôtel qui faisait des battles avec sa femme le matin et qui arrosait toute son équipe et tous ses collègues. C'est des gens qui aiment ça. Et cette tête de classe, en fait, elle va avoir un effet pédagogique incroyable. C'est qu'elle va réveiller le milieu de la classe. Ceux qui sont plutôt, qui se connectent régulièrement, qui sont, ouais, ok, ils y vont, mais ça va les accélérer, quoi. Et puis ensuite, il va y avoir le fond de classe, quoi. Ceux qui dorment contre leur radiateur virtuel, parce que je ne sais pas comment ils font pour se chauffer, mais il y en a aussi qui dorment, quoi. Et donc là, c'est là où le Learning Community Management va pouvoir fonctionner de façon différenciée. Le boulot de nos Learning Community Managers, c'est de valoriser la tête de classe, de la médiatiser au sein de la communauté pour qu'elle entraîne le ventre du milieu. Et ça, une fois que la dynamique est lancée, elle fonctionne quasiment toute seule. Et donc, ça leur laisse beaucoup plus de temps pour s'occuper du bas de la classe, ceux qui ne se connectent pas, où au bout d'un moment, on va avoir le temps
parce que la tête de classe fait de l'auto-animation du groupe. On va avoir plus de temps à consacrer à ces gens-là pour leur envoyer des mails, voire pour leur téléphoner. On va dire qu'est-ce qui se passe là, tu étais inscrit à une formation, ça fait 15 jours que tu t'es pas connecté. Ou pour appeler le référent de formation quand c'est des salariés, en disant voilà, il y a 4 personnes dans ton équipe, il y en a 3 qui vont bien, mais Paul ou Marie-Jeanne, elle traîne, il faut que tu ailles la réveiller un petit peu pour qu'elle fonctionne mieux, quoi. Ce genre de choses, quoi. D'accord. Ok. Laurence ? Tu me permets une remarque, Claude? Oui. Pour le coup, c'est pas nouveau. Pas forcément. Parce que c'est fait. Enfin, je sais pas, je réagis là. J'avais déjà envie de lui poser la question avant. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'alchimie d'un groupe. Ouais. Et cette alchimie, elle est autant en présentiel qu'à distance. Ce qui prouve bien que la distance ne change pas grand-chose à l'alchimie des groupes. Vous avez toujours des leaders. Vous avez toujours des gens qui sont moyennement dans le groupe et des gens qui sont à la traîne. Simplement, c'est d'apprendre à le gérer à distance. C'est ça que tu dis, Claude. Mais les phénomènes de groupe... Parce que moi, je suis convaincu que... Ah, je dérape complètement, mais c'est pas grave. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la distance ne change rien à la pédagogie. Juste, elle exige plus. Dans le sens où, en fait, dans des formats dits traditionnels, parce que vous avez remarqué qu'on parle de format traditionnel pour parler de format en présentiel, vous avez remarqué ça, et qu'on parle de digitalisation pour parler de la distance. Déjà, si on employait les bons mots, ce serait peut-être bien. Pour moi, la digitalisation, c'est pas que la formation à distance, mais passons. Sur les formats, sur les formats en présentiel, en tout cas, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire d'ailleurs. Sur les groupes, sur les dynamiques. Oui, sur les alchimies de groupe, le formateur, il fait le même boulot. Et au fond, on est bon pédagogue. Quand on est bon pédagogue en présentiel, on sera bon pédagogue à distance. Simplement, on va exiger, à cause de la question distancielle, au formateur, on va lui exiger d'avoir un scénario pédagogique d'animation qui soit beaucoup plus verrouillé, à cause du fait qu'il n'a pas la main sur ses stagiaires. C'est ça le fond du problème. D'une part, et d'autant que les modes d'achat aujourd'hui sont essentiellement concentrés sur le financement de la formation en présentiel. Vous imaginez les biais dans lesquels on est. Donc on est en train de réfléchir à financer la formation à l'assiduité, au livrable. Vous voyez comment les choses sont en train de se déporter. Du coup, on est bon pédagogue. D'ailleurs, on a remarqué chez nous que les formateurs en présentiel animaient les formations à distance comme ils l'animent en présentiel. C'est-à-dire, vous pouvez être là, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire une espèce de démonstration magistrale. Je ne sais pas si elle est magistrale, mais elle est démonstrative en tout cas. Elle est remarquable. Elle est remarquable. Absolument. En tout cas, ça change pas grand-chose. Et nos formateurs, à nous, on a vu qu'ils étaient capables d'animer à distance un bon cours, comme ils l'animent en présentiel. Alors, il y a deux choses qui changent, puisqu'on sort du truc, on y va, quoi. Il y a deux choses qui changent quand même. La capacité d'un groupe à s'auto-animer, et en particulier à s'auto-animer pour traverser le temps, c'est-à-dire en créant des dynamiques relationnelles au sein du groupe autonome, et qui traversent le temps, où il y a de la connexion synchrone, des webinaires ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment une dynamique de groupe qui a comme principale différence, c'est de pouvoir concerner des populations beaucoup plus nombreuses quand il y a des dynamiques de groupe dans un groupe de 10. Quand vous avez 100 personnes et qu'il y a une dynamique de groupe, ça fait un autre effet. Ça, c'est un des effets du digital. Le deuxième effet, il est lié aux compétences des collaborateurs des OF digitaux. Tu disais, j'ai des formateurs qui animent à distance comme ils animent en réel. OK. Eh ben nous, on a des gens qui font de l'animation qui ne sont même pas des formateurs, mais qui sont des gens qui ont des compétences purement marketing. La responsable de notre service de tutorat, avant, elle occupait le poste de responsable des réseaux sociaux d'Atout France, qui est l'organisme public de promotion de la France à l'étranger. Et en fait, c'était une spécialiste de l'animation des réseaux sociaux, de l'animation de communautés sur des réseaux sociaux. Elle avait la compétence tourisme, mais elle n'a jamais fait de session de formation. Par contre, elle sait analyser des stats, elle sait construire des typologies d'apprenants homogènes, et elle sait déployer des programmes de mobilisation en fonction de ces typologies.
Il y en a certains qui ont besoin d'être animés uniquement avec la carotte du game. On a fait une OP avec un groupe d'hôtels Océania en Bretagne, une trentaine d'hôtels, 200 collaborateurs à peu près. On leur a mis un challenge qui était de gagner une voiture. S'ils allaient au bout de leur formation, on dit OK, sauf que ce n'était pas une vraie voiture. C'était une Fiat 500 de miniature au 1,43e. Mais ça a super bien fonctionné parce que les chefs de réception se battaient parce qu'ils voulaient avoir la petite voiture. Et l'hôtel qui a gagné, la petite voiture, elle est à la réception avec l'attestation de formation de tout l'hôtel. Donc c'est vraiment des techniques qui parfois sont très loin de la pédagogie. Mais à un moment donné, sur les têtes de classe, c'est pas d'une animation pédagogique que vous avez besoin, puisqu'ils roulent tout seuls sur ce volet-là. Vous avez besoin d'une animation qui va faire que leur aura, leur audience, va pénétrer le groupe du milieu pour l'aider à monter. Et ça, c'est nouveau aussi. C'est des formateurs qui, à un moment donné, et c'est très rigolo, parce que quand vous juste une petite précision administrative, quand vous remplissez le BPF, vous savez, chaque année, on doit remplir le BPF et on doit donner le nombre d'heures stagiaires. Ben nous, on est très emmerdés parce que c'est qui le formateur? Est-ce que c'est l'expert à qui on a acheté l'expertise? Est-ce que c'est le patron de notre service pédagogique qui a retourné le gant pour en fabriquer un cursus digital? Est-ce que c'est le clown qui parle dans la vidéo? Ou est-ce que c'est le Learning Community Manager qui va répondre aux questions sur les forums? J'avais posé la question à la DGEFP à l'époque et il m'avait dit sur les pages 2, c'est sur la page 2, mais on ne la contrôle pas toujours. Alors justement, ça me permet de rebondir, Claude, sur les travers en fait de la formation digitale et ces changements. Hier, Laurence, vous aviez évoqué du coup la déshumanisation suspectée de la formation digitale qui alimentait de nombreuses craintes. J'aimerais bien que vous reveniez tous les deux sur les critiques et les difficultés auxquelles vous avez fait face et qui sont encore probablement d'actualité auprès de vos collaborateurs, auprès des clients, auprès des prescripteurs, revenir sur ces aspects-là pour aborder aussi dans le dur les choses qui sont plus compliquées. Oui, alors forcément, quand on a une histoire qui est ancrée sur nous on existe depuis 1954. Forcément qu'on a une histoire qui a commencé avec son temps, qui est une histoire d'animation de formation multimodale en présentiel. J'insiste sur le multimodal. Non, mais parce que quand même, on n'a pas découvert le multimodal. C'est vieux comme le monde, le multimodal. Le multimodal, par définition, c'est la multiplicité des modalités pédagogiques. Et vous pouvez avoir une multiplicité de modalités pédagogiques en présentiel. Ça, c'est une modalité. On peut, tout à l'heure, vous emmener dans des ateliers pour expérimenter. Ça en sera une autre. Alors, la modalité à distance, c'est ça dont on est en train de parler avec la digitalisation, en fin de compte. La modalité à distance. C'est celle-là qui nous intéresse particulièrement. Alors de fait, notre histoire étant ancrée sur des pratiques dominantes en présentiel, on a commencé à travailler sur de l'hybridation, c'est-à-dire l'introduction de la distance, il y a une dizaine d'années. On avait déjà développé bien avant l'émergence d'Elos d'ailleurs, on avait déjà développé des formations en blending learning. Blending learning, du coup, c'est comment, en reprenant les programmes de formation, on va sélectionner dans la formation des éléments qui sont possiblement réalisables à distance. Et ce n'est pas cette question-là qui est problématique, c'est l'autre. C'est, OK, on va faire ça à distance, parce que ça, c'est possible de le faire à distance, ça ne nécessite pas la présence. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait en présence? Et comment on anime le présentiel? C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce bouleversement pédagogique-là qui est intéressant. Alors, on est passé, il y a une dizaine d'années, sur de l'hybridation et du full à distance, d'ailleurs grâce aux initiatives de la région qui nous incitaient à nous, les organismes de formation, de développer de la FAD, comme on le dit, ou de la FOAD, qu'importe. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Ce qui est nouveau, c'est les technologies qui ont évolué, et du coup, les technologies évoluant, on s'est doté d'une plateforme numérique, avec des ressources numériques embarquées, avec la traçabilité embarquée, avec le système d'évaluation embarqué, et avec l'avènement de toutes les normes de certification qui sont de plus en plus exigeantes, Calliope pour ne parler d'elle, il fallait aussi utiliser des plateformes numériques pour être en capacité de tracer. Quand on a créé Elos, somme toute, la question de l'hybridation était déjà acquise d'une certaine façon. Et pour moi, le sujet, ce n'était pas d'augmenter le temps à distance, ça n'avait pas de sens.
en revanche, c'était d'apprendre ce que la digitalisation modifiée, non pas dans nos formations, mais modifiée chez les publics comme comportement, et modifier les attentes des entreprises. C'est ça qui nous a intéressés. C'est qu'est-ce qu'on apprend de cet univers digitalisé dans lequel on respire tous les jours, en termes de besoins de public et en termes de compétences. Moi, c'est ça qui m'a passionné. Et du coup, quels freins, quelles difficultés vous avez rencontrés? Alors, les difficultés, ça n'a pas été de passer au digital, c'est de changer les postures des formateurs. Parce qu'en travaillant autrement sur d'autres compétences, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pourrais les citer, hein, collaborer à distance, être créatif, gérer les aléas, s'adapter, travailler en communauté, communiquer numériquement, etc. Toutes ces nouvelles compétences ont supposé qu'on sorte d'un modèle très centré sur la compétence métier, pour aller travailler sur la compétence transverse. Ça a été un premier changement. Puis tout le modèle pédagogique qu'on a changé dans ELOS. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous faites quelque chose de différent? On commence à vous regarder en premier en disant « mais ils sont cinglés, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font ?» Après, on passe un peu de temps, comme on résiste, les gens commencent à se dire « mais tiens, ils posent des questions. » Ils disent « tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Ils s'intéressent. Donc on est passé de ce statut-là, mais j'y suis encore, on va développer des ELOS Centers dans d'autres centres AFPA, centrés sur les métiers du bâtiment et du travaux publics, centrés sur les métiers de la mobilité, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ce modèle dans des métiers très techniques. C'est ça qui est intéressant, hein. Dans les métiers très techniques, comment on fait quand on va chercher d'autres modèles pédagogiques. Et on voit bien que dès qu'on demande un changement de posture, moi je suis passé dans l'histoire de l'AFPA, on est passé celui qui démontrait, on appelait ça des moniteurs à une certaine époque, ça fait peur, on est passé à des formateurs, maintenant je parle de Learning Guide et Learning Master. C'est pas parce que c'est des mots, c'est parce que les postures attendues sont différentes. Passer d'une posture de formateur, c'est celui qui forme, comme si celui qui était en face, il savait rien. Ça, c'est révolu avec les jeunes, hein, ça marche plus. Vous avez des ados à la maison, vous voyez bien que vous pouvez leur dire ce que vous voulez. De toute façon, eux, ils entendent ce qu'ils entendent. Donc on est obligé de changer de posture. Et c'est ce changement de posture qui est compliqué. De celui qui sait à celui qu'encadre, et maintenant c'est à celui qui est là. Parce que moi, quand même, il y a un truc qui m'interpelle, parce que Claude y répondra tout à l'heure, sûrement. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, quand on se retrouve tout seul face à son micro, avec des cours en ligne aussi bien faits qu'ils soient, je ne sais pas comment la médiation s'opère. Je ne sais pas comment on prend conscience de sa compétence quand on est tout seul. Et je vais même vous dire un truc, quand on a 1 heure de coach par semaine, ça m'interpelle. Franchement, ça m'interpelle. Parce que la question de la compétence, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas je m'expérimente et puis où j'apprends des connaissances et je suis compétent. La compétence, c'est le rapport avec quelqu'un d'autre qui va faire émerger cette compétence. Du coup, tous les modèles fondamentalement en ligne, parce que nous on fait du total en ligne, mais avec des fonctions tutorales synchrones hyper développées. C'est notre ADN, je vous l'ai dit, je ne vais pas y revenir. Mais ça m'interpelle quand même comment la médiation se fait, comment l'émergence et la prise de... Parce que vous savez bien, le beau terme, je ne vais pas vous expliquer ça, vous savez bien que la compétence, c'est quelque chose dont on prend conscience. Si on n'en a pas conscience, on n'a pas de compétence. C'est la métacognition. Alors du coup, c'est ça qui m'interpelle dans les modèles fondamentalement non tutorés. Ok, pas suffisamment. Merci Laurence. Du coup, je vous propose, Claude, de réagir sur la médiation. Et alors, avant tout aussi, ne pas perdre de vue la question de la difficulté et la critique. On a parlé d'ubérisation de l'information, me semble-t-il. On va arriver à la médiation après, parce que je crois qu'il faut le prendre dans l'ordre. Nous, on est né 60 ans après l'AFPA et on est parti sur du full digital. Donc évidemment, on n'a pas la même histoire. On a rencontré des freins qui, comme tu le disais, étaient liés aux freins à l'innovation, et ça, c'est normal. Parce que quand vous êtes en face d'une innovation, par définition, vous ne l'avez pas expérimentée, sinon ce ne serait plus une innovation. Et donc, c'est de l'inconnu, ça fait peur et ça bouscule les habitudes, à tous les niveaux, hein. Tu parlais des habitudes d'un formateur, on peut parler des habitudes d'achat des financeurs, on peut parler des habitudes de recrutement des entreprises. À tous les niveaux, l'innovation, elle fait peur, quoi. Et puis après, on va rentrer sur tous les lieux communs qui sont liés au digital.
Il y a le FOD, le FFFOD, qui est une association qui favorise, qui a pour objectif de démocratiser le digital. Allez sur le site, vous allez trouver, on reviendra dessus après, mais il y a plein d'infos utiles, qui a organisé un colloque au CNAM avec des enseignants-chercheurs spécialisés justement sur les sujets dont tu parlais, c'est-à-dire comment on apprend, qu'est-ce qu'on apprend et comment ça se manifeste. Et il disait que sur le digital, en fait, en termes de travaux universitaires et de recherche, aujourd'hui, on n'avait que deux sortes de travaux. Des travaux qui enfonçaient des portes ouvertes sur des lieux communs et des travaux qui relataient des expérimentations, qui analysaient scientifiquement des expérimentations, mais qui n'avaient pas encore de vraie religion scientifique sur qu'est-ce que la connaissance, et que tout ça était chamboulé sans arrêt, les neurosciences, et que globalement, avant que la recherche puisse parler d'une innovation, il fallait 5 ans, le temps que les protocoles se mettent en place et ainsi de suite. Donc ça veut dire que la recherche ne peut pas aider non plus à vaincre les peurs de l'inconnu, la remise en cause des habitudes et les lieux communs. Les lieux communs, COL Digital, c'est bien pour les jeunes et pour les diplômés. Mais ça ne marche pas pour les vieux et pour les gens au RSA. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, on a des bases statistiques sur les demandeurs d'emploi, 3000 personnes. Quand vous voyez qu'on fait un sondage sur la présidentielle sur 1000 personnes aujourd'hui, 3000 sur 3 millions de chômeurs, ça commence à faire un bel échantillon. Et on ne trouve pas de différence par sexe, on ne trouve pas de différence par âge, on ne trouve pas de différence par niveau de diplôme. Alors évidemment, si, les curseurs bougent un peu, mais pas de façon significative. Donc on est bien sur, à un moment donné, une modalité pédagogique qui va fonctionner chez certaines personnes, qui ne va pas fonctionner chez d'autres personnes, mais pas à cause des critères qu'on croit. Ça marche, on a des vieux de mon âge qui ont réussi des parcours et des groupes RSA où c'est passé la même chose. Et c'est un des éléments de réponse sur la médiation. À un moment donné, la médiation, elle ne se fait pas forcément entre un apprenant et un sachant. Elle peut se faire sur un forum entre apprenants. Elle peut se faire, mon directeur d'hôtel, qui faisait sa formation au petit déjeuner avec sa femme. Sa femme, peut-être que c'était auprès d'elle qu'il étalonnait son truc. Alors ça ne veut pas dire que le digital fait disparaître l'acte de formation. On a très régulièrement des temps de rencontres synchrones ou dans la vraie vie, à l'issue des formations, les job starters où les demandeurs d'emploi viennent rencontrer des conseillers Pôle emploi, des entreprises en recrutement et des organismes de formation. On est bien dans la vraie vie. Je n'ai pas forcément la réponse à ta question, comment ça se fait, mais je le vois dans les statistiques, il y a un moment donné où ça marche à la fin, quoi. Et sur du volume. Et après, alors moi, de la même façon qu'en termes d'hybridation des parcours de formation, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une hybridation séquentielle, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser le digital pour former des gros volumes de personnes sur un niveau qui n'a pas la profondeur d'un accompagnement en 300 heures de formation avec un plateau technique, c'est évident, et qu'ensuite on puisse assurer un transfert du digital vers la vraie vie. Ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à développer. Et puis après, il y a peut-être aussi regarder comment ceux qui n'y arrivent pas sur du digital, on les repère très rapidement. 15 jours, 3 semaines après le début d'une session à distance, vous savez ceux qui sont perdus pour la France, quoi, d'une façon claire. Et moi, je rêve qu'à ce moment-là, dans le cadre des PRF, par exemple, on puisse être capable de dire à la région, écoutez, là, on en a 12, 15, 20. Eux, ils ont juste besoin d'un clé à numérique, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais passez-les dans un centre de formation présentiel. Tout de suite, là, vous avez des gens conventionnés, pas la peine de les faire passer par l'infocall, le machin, le truc. Faites-le tout de suite rentrer en stage parce qu'il a besoin d'un accompagnement pour la prise en main du digital. Ça, ce serait aussi une forme de médiation qui serait intéressante. C'est de jongler avec des dispositifs notamment. Oui, bien sûr, et pouvoir assurer comme ça. Il est rentré chez Tourisme Academy sur un marché distanciel, ça ne cartonne pas pour lui, qu'on le prenne et qu'on le mette dans un marché présentiel, quoi, et que ce ne soit pas une galère où nous, on va être pénalisés parce qu'on n'a pas eu et puis voilà. Parce que, après, à côté des critiques, il y a aussi des freins. Oui, je vous en prie, étayez votre propos. Ils sont de différents ordres. Il y a des freins réglementaires, par exemple, encore une fois. Qui est le formateur quand vous faites votre BPF, quoi ?
Alors moi, on a pris une option, quoi. Le premier BPF, j'étais tellement flippé que je l'ai envoyé avec un recommandé à la préfecture en disant je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu, quoi, parce que, bon. Y a des questions économiques. Acheter de la formation à leurs stagiaires, par exemple, c'est à peu près le meilleur moyen d'empêcher le retour sur investissement conséquent dont je vous parlais, quoi. Et quelque part, là, il y a des conflits potentiellement importants, hein. On est militant aussi, on est membre de la FFP, du FOD, des Tech France et tout ça. Et on se rend bien compte que par rapport à un appareil de formation national qui est encore majoritairement présentiel, même si la Covid a quand même, et le sursaut que la profession a fait pour passer à l'arrache sans aucune préparation de modèles de marché totalement présentiels et qui ont basculé quand même vers du distanciel avec des formateurs qui ont dû se mettre à Zoom du jour au lendemain. Enfin, il y a eu un effort massif, mais globalement, la formation n'était pas digitalisée avant le Covid. Et du côté en dehors de ce qui est certifiant, les organismes de formation ont une obligation de moyens et pas de résultats. Alors que nous, dans le digital, on aimerait bien être payé au résultat puisqu'on a un étalonnage de mesures statistiques imparables qui est quel est le taux de progression et complétion du parcours que la personne a fait. Donc là, il y a des questions de modèle économique qui aujourd'hui ne sont pas calées. Il y a plein d'accompagnement à l'hybridation des parcours de formation, la manifestation d'aujourd'hui, et je crois qu'elle est importante pour que globalement l'appareil de formation gagne en performance. S'il y a une bonne chose qui est née du Covid, c'est qu'au moins du côté des entreprises et du côté des salariés, des stagiaires, les freins à la digitalisation ont été levés massivement. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'on n'était pas forcément obligé de se déplacer pour faire quelque chose, ce qui pose d'ailleurs des questions sur le tourisme d'affaires, où les gens s'interrogent de savoir si ici, au Quorum, il y aura autant de taux d'occupation, parce qu'est-ce que les gens ne vont pas un peu faire moins de déplacements pour des salons pro et ce genre de choses, quoi. Donc il y a des logiques budgétaires. Il y a des contraintes administratives. Vous êtes tous, pour ceux qui sont sur la commande publique pour la formation des demandeurs d'emploi, vous êtes des spécialistes de Kairos et des systèmes d'information régionaux dans les différentes régions. Et vous saisissez. Nous, on a calculé que le temps moyen de saisie d'un stagiaire sur Kairos, c'était un quart d'heure, 20 minutes. Quand vous avez un groupe de 10, ça va. Quand vous avez un groupe de 600, vous êtes juste obligé d'embaucher une personne pendant 3 mois pour faire un boulot qui n'a pas de valeur ajoutée, qui est tuant pour la personne et qui, en dehors de permettre la traçabilité de la formation, je ne dis pas que ce n'est pas important. Il y a des questions de rémunération, il y a des questions de maintien de droit. Quand même, Pôle emploi fait un boulot sérieux. Mais objectivement, la pénalité liée au volume n'est pas vraiment un facteur d'accélération de la digitalisation. Nous, on consacre à peu près 30% de notre chiffre d'affaires à faire de la bureaucratie, quoi. Et le volume, bien entendu, fait que plus le chiffre d'affaires grandit, plus cette part non productive qui vient freiner nos investissements. Moi, je préférerais mettre 30% de mon chiffre dans le développement de partenariats hybrides avec ma voisine ou dans pouvoir mettre plus de séquences avec 2-3 acteurs dans mes séquences de formation qu'à remplir des systèmes d'infos sur des logiques purement descriptives et où le résultat de la formation n'intéresse même pas le système d'infos. Je peux me permettre, c'était l'occasion de Claude de nous railler puisqu'on a fait circuler une feuille d'émargement pour vous faire signer alors vous vous êtes inscrit sur une plateforme. D'ailleurs, si quelqu'un n'a pas signé sa feuille, qu'il la signe avant de sortir de la salle. C'est ça. Ok, merci. Moi, je voulais revenir sur une question vraiment extrêmement basique, sur le digital, en fait. Pour faire quoi ? On a pu évoquer le fait que quand on est organisme de formation et qu'on lance une offre, on revient, du coup, on essaie de résoudre quelque chose. L'un et l'autre, quand vous avez monté du coup vos dispositifs dans un cadre, et on a bien compris, très différent, vous, en tant que professionnel, vous avez essayé de résoudre une problématique, un problème qui est à la genèse de votre projet. Et je pense que si vous éclairez ça, ça va permettre aussi de mettre en lumière un aspect fondamental de votre offre. Je vous en prie. Laurence, je vous donne la parole. Oui. Je pense que vous l'avez compris en ce qui nous concerne pour la création et la fondation, pour c'est cas de le dire, d'Elos. On s'est posé une question, pas 36. On s'est simplement posé la question de est-ce que la façon dont on forme répond aux besoins des publics et des entreprises? Ce qui a nécessité qu'on qualifie la façon dont on forme.
et donc d'investiguer les besoins des uns et des autres, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc d'apprendre de notre environnement pour savoir si le modèle qu'on développe, qu'on pratique, développer les compétences qui étaient attendues et s'inspirer des fonctionnements qui sont les fonctionnements des publics actuellement. C'est cette investigation-là qu'on a menée, hein. On a quand même mis plus d'1 an d'études pluridisciplinaires pour répondre à cette question qui peut paraître une question simple, mais qui ne l'est pas du tout. Et on s'aperçoit d'ailleurs dans l'étude pluridisciplinaire qu'on a faite qu'on a appris beaucoup finalement de la pratique du digital par tout le monde. C'est-à-dire que les jeunes générations, les YZ, hein, c'est ceux qui arrivent aujourd'hui dans nos formations. Les X, on est déjà du passé, Claude. Mais c'est marrant parce que souvent les systèmes de formation sont conçus par des X pour des YZ. Ça crée quelques décalages. Les systèmes de financement aussi parfois sont conçus par des X, mais pas les mêmes, quoi. Ça veut dire qu'on est précédé. Hein, c'est une bonne nouvelle. On est précédé. C'est pour ça qu'on est amené à changer. Et on a beaucoup appris des comportements et des fonctionnements. Ce que je disais hier matin en plénière, moi j'ai beaucoup appris dans les études que j'ai menées et dans les observations que j'ai pu réaliser de l'impact du numérique sur les attitudes des jeunes générations. Alors jeunes générations, les post-80, ils sont plus si jeunes que ça, hein, entre nous soit dit. Mais en tout cas, c'est un basique de dire que leur rapport à l'apprentissage, au savoir et au sachant, il est fondamentalement différent du nôtre. Et qu'ils attendent des apprentissages autre chose que ce que nous, on a pu bénéficier. Ils sont vachement plus exigeants. Ils ont appris avec Internet et les réseaux sociaux depuis qu'ils sont nés. Ils ont une aisance à la manipulation de l'information et à la communication dans les réseaux que nous n'avons pas. Nous sommes des adaptés. Eux, on appelle ça les digital natives, c'est pas pour rien. Du coup, par rapport au système d'apprentissage, ils attendent du formateur bien autre chose que ce que nous, on attendait. Peut-être que nous, on l'attendait aussi, mais on ne le disait pas, en tout cas. Et du coup, ce qui est fondamentalement difficile pour un formateur aujourd'hui, c'est qu'ils attendent des connaissances qu'on peut apporter ou qu'ils acquièrent par eux-mêmes, d'ailleurs, ou des compétences qu'on leur permet de développer. Ils attendent du sens. Ils attendent de la motivation. Et du coup, on s'est interrogé pour savoir si dans les méthodes pédagogiques qu'on développait, on s'inspirait de cette expérience-là. C'est-à-dire des apprentissages en réseaux sociaux, en groupe, des cadres d'apprentissage bien moins formels que celui-là. Ça, pour moi, c'est typiquement le cadre anti-apprentissage, par exemple, celui dans lequel on est. Moi, j'aime bien dire qu'on apprend vachement bien couché, assis, debout, en marchant. En tout cas, on apprend en mobilisant son attention. Et mobiliser son attention chez les jeunes générations, c'est plus compliqué que chez les nôtres. Le temps de concentration, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est les neurosciences, le temps de concentration, il est beaucoup plus limité que ce que nous, on a connu, à cause du zapping, les petits pouces, les petites poussettes, comme disait Claude tout à l'heure. Du coup, on doit s'adapter à tenir leur capacité attentionnelle et motivationnelle. Du coup, de créer, je le disais hier matin, de l'interactivité, mais surtout de la gratification. Comment on transfère ce que... J'aime bien, parce que ce matin, j'ai vu des trucs là dans les stands, mais comment on transfère? Pourquoi les jeunes, ils aiment bien jouer, à votre avis? Les vieux aussi. Et les vieux aussi. Mais pourquoi ils jouent autant, à votre avis? Pardon? Popo, ça c'est une réflexion d'X. Hein. Alors là, pour le coup, ça c'est notre réflexion à nous. Mais à votre avis, eux, pourquoi ils aiment jouer? Pardon? Parce qu'ils se font plaisir. Mais au-delà du plaisir. Je transcris pour les personnes qui sont distanciées. Pardon? Merci. Et l'effet de gagner, c'est quoi? La gratification. Ils aiment jouer parce qu'ils sont gratifiés. Ils gagnent des niveaux, des équipements de leur bonhomme. Enfin, bon, vous avez des ados à la maison, vous connaissez ça. Du coup, cette gratification-là qui les rend attachés à l'exercice. Alors là, ils n'ont pas de problème d'attention. Vous avez remarqué, ils peuvent jouer des heures. Comment on le transfère dans un système d'apprentissage? Moi, c'est ça qui nous a intéressés.
comment on apprend cette situation-là dans un système pédagogique. Parce qu'un système pédagogique, c'est pas drôle. C'est franchement pas drôle. C'est laborieux de développer des compétences. Et moi, je voulais faire en sorte qu'on n'en chie pas pour apprendre. Vous savez, comme on a appris, nous. La labeur, comme on dit. Et donc, il fallait créer de la gratification. Et ça s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire, si vous développez, et puis c'est pas récent comme concept, hein, mais si vous développez en pédagogie autant de feedback que nécessaire, mais des feedbacks positifs sur le système des apprentissages, vous développez le SEP, le sentiment d'efficacité personnelle. Et plus vous vous sentez efficace, plus vous avez une image de vous positive, plus vous êtes gratifié, plus vous apprenez. C'est ça le transfert qui m'intéresse en particulier. C'est comment de l'apprentissage du digital de ces jeunes qui nous apprennent énormément, on en fait quelque chose de pédagogique. Moi, mon truc, c'est pas de créer des jeux dans le système pédagogique. Vous voyez, c'est un peu ça mon propos. Merci Laurence. Du coup, Claude, la même question. Qu'est-ce que vous avez cherché à résoudre, vous, en partant sur du 100% digital? Nous, en fait, on a cherché à... Le digital, ça permet deux choses. D'une part, la massification des audiences, et d'autre part, de créer des dynamiques communautaires. Dans l'absolu, hein, pas en matière de formation. Et ces deux leviers majeurs du digital, on s'est dit qu'on allait les mettre au service des populations faiblement qualifiées du tourisme français parce que le touriste est délocalisable, et on l'a bien vu avec la Covid, hein, il peut arrêter de venir d'un seul coup, mais les emplois touristiques, ils ne sont pas délocalisables. Donc à la base, c'était de dire, essayons d'apporter à cette filière faible en compétences académiques, mais où en particulier aussi peuvent se faire de très belles carrières. Hein. On peut démarrer dans le tourisme sans aucun diplôme et finir. On a l'exemple, par exemple, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux chez Air France, elle a démarré tout en bas de l'échelle, et elle a fait un super parcours. Il y en a plein comme ça. Et on s'est dit qu'on allait développer une solution innovante. Et les questions que vous vous posez, parce que vous avez 60 ans d'expertise pédagogique derrière vous, en fait, on ne les avait pas, nous, au départ, quoi. Et on a appris en marchant, quoi. Le coup du Learning Community Manager, il nous a fallu 8 mois, avec des taux de réalisation qui stagnaient à 20-25%, avant qu'on se dise que ça ne marchait pas uniquement parce que c'était digital. Et ça marchait sur la tête de classe, c'était eux qui faisaient les 20%. Mais après, on s'est rendu compte que si on n'avait pas une action pédagogique, pour le compte. Et c'est là où je dis qu'en termes d'innovation, on pourrait aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que neurosciences, parce que micro-learning, parce que push de formation. Alors ça, c'est aussi des trucs, on parlait des freins. Vous avez aujourd'hui des systèmes qui vous permettent de faire du push de formation. Pour caricaturer, vous avez une formation sur la multiplication et vous vous rendez compte au bout de 3 connexions que la personne, elle ne sait pas faire d'addition. Il faut lui pousser le modèle d'addition, sauf que si vous avez gagné un marché sur la multiplication, ça ne va pas le faire. Embêtant. Ok. Merci. Alors je vous propose qu'on passe dans le deuxième temps du coup de cette table ronde, enfin de cet atelier, pardon. Je me tourne du coup vers mes acolytes. On va inviter également les participants qui sont en distanciel à interagir, à envoyer vos commentaires, vos questions. Voilà, est-ce que Féti, tu veux prendre la parole? Oui. Voilà, je t'en prie, je te donne la parole et puis après on fera circuler le micro pour que vous puissiez à votre tour... Alors on nous avait signalé des petits problèmes sur le chat en début de séance, mais du coup j'invite tout le monde là aux personnes à poser leurs questions sur le chat, c'est maintenant. Et du coup, pour celles qui ne peuvent peut-être pas poser de questions ou qui n'ont pas d'accès, moi j'aimerais me faire le porte-parole et je vais poser une question assez terre à terre. On est un organisme de formation, on veut digitaliser son offre de formation. On commence par quoi? Est-ce que vous avez des conseils assez concrets à proposer à ces organismes de formation? Parfait. Alors Claude, vous commencez? Allez, le premier conseil, c'est de savoir, de réfléchir à ce que vous voulez faire, parce que d'un modèle 100% présentiel à un modèle 100% digital,
il y a des différences colossales et que on peut y aller par étapes. Je ne pense pas que tous les organismes de formation aient vocation à devenir 100% digital. Moi, je sais que nous, qui sommes 100% digital, on n'a pas vocation à devenir présentiel. Et c'est plus des logiques de partenariat. Je parlais d'hybridation séquentielle. Nous, on cherche plus à travailler en partenariat avec des OF présentiels. Mais un OF présentiel qui veut aller vers le digital, déjà, la première erreur, c'est pas de regarder la craie. C'est-à-dire pas de regarder le digital pour le digital, quoi, mais de regarder véritablement l'acte pédagogique, de regarder vos marchés, et puis de regarder votre modèle économique, votre compte d'exploitation. À un moment donné, si vous n'avez pas de capacité d'investissement, il ne faut pas y aller. Et vous n'êtes pas obligé de mettre 1 million d'euros. Hein. On peut commencer à faire des granules digitales dans un parcours présentiel sans mettre 1 million d'euros sur la table. Mais quand même, il y a besoin d'une capacité d'investissement. Il va y avoir besoin de nouvelles compétences pédagogiques pour retourner le gant, c'est-à-dire partir du résultat final que vous voulez pour organiser ça en séquences pédagogiques qui vont se passer à distance, où une partie se fera peut-être à distance, une partie se fera peut-être à distance synchrone, en présentiel synchrone, une autre des webinaires, en gros, du téléprésentiel, et une autre partie se fera en présentiel. Vous allez devoir intégrer des nouvelles compétences pour apprendre à faire des tournages sur fond vert qui permettent ensuite de faire du motion design. Vous allez devoir embaucher des motion designers ou designers, mais il y a beaucoup de filles dans ce milieu-là. C'est des gens qui vont vous coûter, quand ils sont calés, 40, enfin à Paris en tous les cas, parce que c'est fortement demandé en ce moment, qui vont vous coûter 40, 45, 50 000 euros par an, quoi. Donc c'est pas rien comme salaire. Vous allez devoir soit former vos formateurs présentiels pour qu'ils apprennent à faire ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire à faire de l'animation à distance avec les différentes modalités, ou vous allez devoir faire comme nous, recruter des nouvelles personnes pour faire de l'analyse statistique sur des gros volumes et arriver à générer les typologies. Et puis vous allez devoir vous armer d'une assez forte capacité de lobbying, pour aller parler aux entreprises, pour aller parler aux OPCO, pour aller parler aux financeurs, parce que là aussi, l'innovation, elle n'a pas toujours passé la barre de façon homogène dans tous les services, sur tous les territoires, parce qu'encore une fois, on est dans une situation tout à fait paradoxale. C'est-à-dire que l'appareil de formation nationale, avant la Covid, était très faiblement digitalisé. Pendant la Covid, tout le monde y est passé, mais avec beaucoup de souffrance au sens propre du terme. Moi, j'ai des collègues présentiels, leurs formateurs, ils n'ont pas dormi pendant... ils étaient non-stop, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les webinaires à assurer en présentiel, il fallait réfléchir à changer sa pédagogie, avec donc c'était très compliqué. Et par rapport à ça, il y a eu des trucs fantastiques qui se sont passés, mais il y a aussi des trucs pas terribles. Et quelque part, la Covid a été à la fois un accélérateur de la digitalisation, mais c'est aussi quelque chose qui a un peu dégradé l'image de la digitalisation. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut aussi prendre des conseils. Je pense qu'ici, en Occitanie, vous avez soit via la FFP, soit via le CARIF, enfin, je ne sais pas, ou via la région, il y a forcément un dispositif qui va vous permettre de vous faire conseiller par des consultants dans le cadre de subventions ou ce genre de choses. Et c'est une réflexion de direction générale. Ce n'est pas une réflexion à donner à un de vos collaborateurs. C'est vous qui êtes le patron de l'organisme de formation qui doit penser ce truc-là. Parce que c'est aussi votre propre transformation digitale. Et je ne parle pas d'aborder le marché grand public du CPF digital, qui est encore un autre sujet. Mais voilà, c'est un truc de patron. Il faut raisonner en investissement, en modèle économique. Et si on y va, envisager la transformation de l'ensemble de sa pratique. Merci Laurence. Du coup, vu qu'il y avait un ancrage peut-être plus régional, rebondir sur... Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Claude. Concrètement, nous, comment on fait et comment on a fait, parce qu'on n'est pas au bout, hein. On a repris nos programmes de formation. Pour commencer, on a opéré un triple mouvement. Le premier, c'est on a repris nos programmes de formation, basiquement. Parce que nous, on certifie les compétences. Ça, c'est pas neutre dans la question de la médiation des apprentissages, au demeurant. C'est-à-dire qu'il y a un objectif de qualification à l'issue. Donc, il faut que toutes les compétences soient acquises du référentiel. Donc, on a rebalayé nos programmes de formation qui sont extrêmement détaillés. Dans un premier temps, pour dire, ben, voilà ce qu'on peut faire à distance, voilà ce qu'on ne peut pas faire à distance. 1. 2, équipement technologique, plateforme numérique. Sans plateforme numérique, c'est quand même très compliqué. Ça veut dire accès
pour les apprenants à la connaissance indépendamment du formateur et à la traçabilité. 3, mouvements simultanés, toujours, formation des formateurs. Donc ces 3 mouvements-là, et on a 300 formateurs en région Occitanie, et on n'est pas au bout. On a un 4e conseil. Commencez par le plus facile. Commencez pas par là où c'est le plus dur, parce que SEP, sentiment d'efficacité personnelle oblige. Vaut mieux réussir qu'échouer dès le départ. Donc commencez par ce qui est le plus facile. Nous, on a commencé par tous les secteurs des métiers tertiarisants, parce que lieu commun, peut-être, ça nous semblait plus facile de distancier les formations qui n'avaient pas de caractère technique. Là, on s'attaque à toutes les formations à caractère technique, industrie, bâtiment, où là, les résistances sont beaucoup plus fortes, de fait. Donc, il faut travailler différemment. Un formateur en électricité, lui expliquer qu'il va pouvoir faire une bonne partie de son programme en distanciel, c'est pas simple. Donc, il faut vraiment reprendre le programme et vraiment discuter sur ces questions-là. Et c'est en se formant qu'on apprend aussi. C'est des mouvements itératifs entre j'apprends les technologies, j'apprends à animer à distance et je comprends ce que je peux faire à distance. C'est vraiment un triple mouvement qui fonctionne en palier et l'un alimente l'autre. Un sujet très rapide sur la plateforme de formation. Si vous faites de la FOAD, il vous faut un outil. C'est pas le sujet fondamental. C'est dire que le problème d'agilation sur la plateforme, c'est regarder la craie de Jules Ferry. Si vous avez besoin de choisir une plateforme, allez sur le site du FFFOD où il y a un magnifique guide qui est annuellement remis à jour sur comment bien choisir sa plateforme. Allez plutôt vers une LXP, une Learning Experience Platform, que vers un CMS, un Content Management System, parce que ce qui fait la réussite de la distance, c'est l'expérience utilisateur. Et allez vous renseigner, si vous ne comprenez pas vous-même, en tant que patron d'entreprise, quelle plateforme choisir, n'espérez pas que ça se passe au niveau de vos équipes, quoi. Alors Féti a mis le lien donc, où va mettre le lien pour nos participants qui sont en distanciel. Je propose maintenant de faire circuler le micro. Vous avez vu que nos témoins étaient assez bavards, donc on va vous laisser un petit temps pour pouvoir intervenir. Est-ce que, voilà, de façon spontanée, il y aurait des questions, des commentaires dans la salle? Des points que vous souhaiteriez voir creuser? Anna-Maria, merci. Bonjour, je suis Judith Castro, fondatrice de Symbolone, qui est un organisme de formation qui s'adresse aux femmes dans l'entreprise. Et j'aimerais revenir sur un point tout à l'heure. Vous avez dit, si j'ai correctement entendu, il faut 3 mois pour produire une formation de 4 heures. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations sur ces 3 mois et pour cette production de 4 heures? Alors on va préciser le truc. La formation, c'est chez nous, en tous les cas, de la vidéo en ressources internes à la plateforme. Après, il y a toutes les ressources externes vers lesquelles on va pointer. Mais en gros, c'est des vidéos et des quiz. Pour produire ces vidéos, pour un temps de réalisation estimé de 4 heures, nous, on a 1 heure de vidéo. On produit 1 heure de vidéo. Pour produire 1 heure de vidéo et les quiz associés, donc sans parler des liens externes où on va aller chercher de la ressource, juste pour ce qui est à l'intérieur de la plateforme, vous avez à peu près 15 jours hommes d'experts qui va travailler à écrire les scripts des vidéos, les textes des questions, des réponses, ce genre de choses. L'expert, il n'a pas forcément 15 jours d'affilée de libre pour faire que ça, quoi. Donc ça peut prendre à peu près 1 mois. Après, le tournage en lui-même, pour 1 heure de vidéo, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on arrive à faire, y compris quand on fait intervenir des clients pour de la formation corporate sur mesure. On aime bien que ce soit, je sais pas, sur un sujet de fidélisation, le directeur du marketing du groupe d'hôtels qui explique à ses hôtels comment vendre son programme de fidélisation. On arrive à faire 1 heure de tournage en 2 jours de tournage à peu près.
Et puis après, vous allez avoir tout le travail de rédaction de tous les quiz qui vont fabriquer les étapes de validation. Et puis vous allez avoir le motion design, c'est-à-dire la façon dont vous allez habiller la captation vidéo pour en faire un truc sexy. Ça, c'est super important. Les gens, aujourd'hui, sont habitués, quand vous avez 2 gamins qui filment un chat en train de se casser la figure d'un frigo, ils vont le faire avec 3 iPhones, ils vont mixer un son et ils vont faire une production de 4 minutes qui va faire 600 000 vues. Ben, la qualité de standard vidéo de la FOAD, ben, ça doit être de ce niveau-là, quoi. Ça veut dire qu'il faut y mettre du temps, de l'argent et de la compétence pour faire ce truc. Et après, vous allez avoir le temps d'intégration de vos contenus dans la plateforme, back-office, saisie, copier, coller, et puis toute la phase de test. Et ça, mis bout à bout, pour un cours... moi, je préfère parler à ce niveau-là d'1 heure de vidéo, parce que la question du temps de réalisation en formation à distance, ça ne veut rien dire. Entre quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, qui va suivre un cours et où il sera plus dans une logique de révision sur un format comme le nôtre, il peut valider son cursus en 1h30, 2 heures, et quelqu'un qui sort de l'école et qui arrive dans le tourisme sans y avoir jamais bossé, il pourra mettre 10 heures, 12 heures. Donc la notion de temps de réalisation estimé sur laquelle la FOAD est payée, là, il y a un sujet de politique publique d'achat, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. 1 heure de vidéo, les quiz associés pour fabriquer un cursus qu'on va mettre entre 2 et 4, 6, 8 heures à valider quand on est stagiaire, ça prend à peu près 3 mois et ça coûte à peu près 40 000 €. Merci. Je propose de prendre une deuxième question dans la salle s'il y avait un commentaire ou une question, et sinon on passera sur le chat où une question vient d'arriver. Oui, madame. Bonjour, Valérie Rouvet, je dirige le laboratoire AQMC, on a une activité de formation aussi. Et du coup, en fait, là, je suis en train de développer un serious game, donc où des personnes pourront se connecter à distance. Et en fait, moi, ma question, c'est comment vous avez géré la RGPD aussi, parce qu'avec cette réglementation sur tout ce qui est données personnelles, on se pose un peu la question là aussi entre les noms, les postes, les sociétés. Enfin, voilà, c'est encore aussi un sujet à intégrer. On l'a géré du mieux qu'on l'a pu, et c'est pas tellement à notre niveau que c'est compliqué. C'est compliqué quand il va y avoir une chaîne d'intervention avec du Pôle emploi, par exemple, qui va faire des envois de mails à des demandeurs d'emploi qu'on va récupérer sur une plateforme où ils vont pouvoir s'inscrire en ligne. Là, il y a des sujets où, d'ailleurs, quand on bosse avec Pôle emploi sur ces sujets, la dernière fois, on est remonté à la cellule nationale RGPD, et il y a des sujets qui n'ont pas forcément été toujours tranchés au bout du truc. On essaye à notre échelle, en tous les cas, d'être en conformité avec tout ce qu'il faut sur tous les systèmes d'accès à ces données et ce genre de choses, quoi. Mais c'est plus à une échelle, c'est pas très compliqué, c'est dans la chaîne des acteurs. Et si ensuite, derrière, après une formation digitale, vous allez sur de la formation présentielle, enfin, il y a vraiment des questions qui se posent à ce niveau-là, quoi. Qui sont d'ailleurs pas forcément des choses qui accélèrent la digitalisation, parce que ça peut bloquer sévère quand même sur certains sujets, quoi. Ce qui est plutôt bien, parce que le RGPD à la base c'est quand même pour nous protéger nous, quoi, avant de nous empêcher à faire du business, quoi. Ok, merci. Alors je propose de passer sur le chat, on reviendra vers vous, madame. Du coup, Féti, tu as une question ? Alors sur un sujet que vous avez déjà abordé tout à l'heure, donc c'est Ophélie Pailly qui est un organisme de formation 100% en distanciel, et ils ont leur propre plateforme et qui veulent avoir des conseils pédagogiques pour capter l'attention des apprenants. De mon côté, surveillez vos audiences. Soigner l'onboarding, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire un truc hyper raccourci avec du sourcing online, de l'envoi de code et les gens se connectent que vous allez avoir 100% de connexion. Donc il y a la phase critique de l'onboarding qu'il ne faut pas rater, parce que quand vous ratez les gens au départ, vous avez plus de mal, ça vous coûte plus cher de les rattraper après. Ensuite, il faut scruter ses audiences.
et adapter ces techniques d'animation au comportement de typologie d'apprenants. Encore une fois, l'exemple que je disais tout à l'heure, où on valorise les meilleurs et on les met en visibilité. Et ensuite, et ça c'est très important quand vous rentrez sur des gros volumes, restez très attentif à la gestion du temps des équipes qui font le Learning Community Management, quoi, pour qu'elles soient en permanence sur un scope où le maximum de temps physique qu'elles vont donner va aller sur les stagiaires qui en ont le plus besoin. Parce que sinon, on a de la perte en ligne en termes de réalisation, et comme on est payé à l'heure réalisée, c'est aussi notre intérêt. Et c'est là où je trouve que le digital est vachement intéressant, parce que ce truc qui est un frein au développement nous pousse à la qualité quand même. Donc c'est un sujet compliqué, le passage de l'heure stagiaire au forfait. C'est un sujet sur lequel il faudrait ouvrir un débat sans forcément vouloir le fermer trop vite, quoi. Oui, je pourrais compléter peut-être sur un autre registre. Demandez-leur leur avis. C'est-à-dire que c'est un système apprenant dans lequel on est. Il n'y a pas nous qui savons et les autres qui ne savent rien. Il y a ceux qui font l'expérience de ce qu'on propose et il y a ce qu'on en apprend. Donc demandez-leur leur avis, ça c'est la première chose. Faites-les participer et prenez en compte ce qu'ils disent, sinon ça ne sert à rien. Et puis n'oublions pas interactivité, gratification. C'est-à-dire que de ce point de vue, les neurosciences sont intéressantes. Faites en sorte que ce que vous leur proposez soit interactif et gratifiant dans la conception. Et dans le résultat, hein, la petite voiture miniature à l'accueil de l'hôtel, quoi. Merci à vous deux. Vous souhaitiez à nouveau intervenir. On vous redonne la parole. Merci, et ça va dans la continuité de ce que vous venez de dire. Vous avez parlé à plusieurs reprises du sentiment d'efficacité personnelle. Comment vous le mesurez ? C'est très difficile à mesurer un SEP. Par contre, ce qui est facile à mesurer, c'est l'engagement. En fait, la question du SEP, c'est pour faciliter l'engagement. Et vous le voyez dans l'inscription dans le parcours. Quelqu'un qui s'accroche et qui participe et qui acquiert, c'est quelqu'un qui s'engage. Tout à l'heure, monsieur, par exemple, m'a donné une réponse, je lui ai dit, c'est une réponse de X. C'est nul. Parce que du coup, il n'a rien dit d'autre derrière. Je n'ai pas développé son SEP. J'aurais pu le mesurer s'il m'avait proposé autre chose. Mais je mesure que j'ai été pas bonne sur le coup. Parce que, non mais, je veux dire, c'est un exemple, vous me l'autorisez. C'est un exemple basique, mais on le mesure à la participation, à la tenue, à l'accroche, au résultat. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui n'est pas très bon au début, si vous renforcez. Son SEP, c'est une donnée fondamentale. Le digital ne réglera pas cette question si on ne l'a pas en tête dès le départ. Plus je fais de feedback positif, plus je suis, plus j'identifie les difficultés, plus j'identifie les forces, plus je renforce, plus j'accroche. C'est un basique, ça. Moi, je le mesure à l'accrochage, au parcours, au résultat. Merci. Est-ce que, Féti, on aurait des questions qui arrivent sur le chat ? 2 ? Ok. Alors, je propose du coup qu'on reprenne, qu'on redonne voix au chat. Est-ce que dans la salle, il y avait à nouveau peut-être une dernière question ou commentaire en suivant ? On verra. Prenez le temps de réfléchir. Et puis, on va conclure. Alors, je crois que c'est une question réaction par rapport à la question sur comment on capte l'attention des apprenants. Et donc, la méthode, vous utilisez les meilleurs pour motiver le groupe, pour gamifier ou pour challenger les autres. Et on vous demande, donc Cathy à Joga, comment vous faites pour distinguer, comment vous faites pour chaque typologie de meilleurs, comment ces meilleurs-là, vous les nommez par leur prénom, en général. Avant que Claude réponde, parce que je suis sûre que Claude va se faire un plaisir de répondre, moi, je vais déjà me battre contre une idée reçue. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Il y a du tour à tour. C'est-à-dire qu'en fonction des sujets qu'on aborde et les situations dans lesquelles on met les personnes, on peut savoir si on est attentif à ce qu'ils sont, que tour à tour, on devient, alors j'aime pas la notion de première cordée là, mais bon, on devient leader tour à tour.
J'aime bien que dans des groupes, c'est ce qu'on essaie de favoriser dans ELOS, c'est que les collaborateurs soient tour à tour collaborants, sachant, chacun change de rôle. Et je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on a tous des qualités, mais dans des situations différentes. Il suffit souvent décontextualiser la situation dans laquelle quelqu'un ne se sent pas à l'aise pour le mettre dans un autre contexte, pour s'apercevoir qu'à ce moment-là, il va pouvoir prendre la tête du groupe. C'est assez fascinant. Je vais vous dire, j'ai fait des expériences. Quand on a mis ELOS en place, on a fait des expériences. On a mis des groupes dans une situation, puis d'autres groupes dans d'autres situations, avec exactement la même commande. La situation, ne serait-ce que physique, comment les gens étaient disposés physiquement dans la salle pour travailler, a produit des résultats diamétralement opposés. Et je suis convaincue de cela. C'est changeant de contexte pour permettre à chacun de trouver une place et de jouer ce rôle du tour à tour. Ça me paraît hyper important. Ouais, moi j'ai peut-être une approche, alors je sais pas, c'est la référence à Premier de Cordée qui me fait penser à une approche plus libérale, mais pas forcément libérale au sens économique. Je crois qu'à un moment donné, dans les logiques de communauté, il y a, alors moi j'ai dit les meilleurs, bon j'aurais pu dire les leaders, mais à un moment donné c'est aussi du cache-sexe, quoi. Il y a des gens qui tirent le truc, quoi, c'est tout. Et ceux-là, c'est des locomotives pour eux, c'est des locomotives pour tout le monde. Et il faut peut-être aussi que quand même en France, on fasse... on a un peu un tropisme du faible. Je vais prendre un parallèle avec le tourisme. Quand vous faites du marketing touristique avec une région, vous allez chercher les riches américains, les Chinois, les CSP+, à l'hôtel. Il y a toujours quelqu'un qui va se lever en disant « Oui, il y a 40% des Français qui ne vont pas en vacances. » Ok, c'est vrai. Mais pour ça, il faut un traitement social, chèque vacances. Ça n'empêche pas de faire du marketing avec les gens qui ont du pognon. Dans le sujet des dynamiques de groupe communautaires appliquées à l'apprentissage, il y a des leaders. Ces leaders, il faut les reconnaître parce que ce sentiment personnel... voilà. C'est très important pour eux, mais c'est aussi très important pour l'exemple. Et puis après, il y a des gens qui ont plus de mal, et ceux-là, on les reconnaît aussi, et il faut les accompagner autrement. Mais je crois qu'il y a un moment donné où, même économiquement, il ne faut pas qu'on se... C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés qu'il ne faut pas glorifier ceux qui tirent le truc. C'est un petit commentaire un peu plus politique. C'est moins consensuel. Tu avais une deuxième question, oui. Féti ? Donc j'ai une question qui est plutôt adressée à Madame Notelet, mais qui pourrait aussi y répondre. Je pense... je vous demande pour la méthodologie ELOS, comment vous évaluez en fait l'obtention des soft skills ? Et c'est une double question. Quelle posture pour le formateur s'il y a un conflit ? Et est-ce que vous avez formé vos formateurs à la médiation ? Alors, l'évaluation des soft skills, je n'évalue pas les soft skills en tant que tels. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être une subtilité pas évidente à choper, mais en fait, à partir du moment où vous mettez les personnes en situation de réaliser une commande pour laquelle ils n'ont pas les compétences. Imaginez-vous, demain on vous dit faites ça, mais je ne sais pas le faire. Qu'est-ce que vous allez développer pour réussir à le faire? Si vous y réfléchissez, vous allez mettre en avant vos soft skills, parce que vous n'avez pas de hard skills, la compétence métier. Du coup, nous on développe les soft skills pour aller grimper sur les hard skills. Parce que pour pouvoir réaliser quelque chose que je ne sais pas faire, je vais devoir analyser ce que l'on me demande, je vais être obligé d'argumenter, aller chercher de l'aide, organiser, coopérer, chercher la ressource. Ça, c'est des softs. Tout le monde n'a pas le même capital des soft skills. Du coup, on va développer les softs, c'est-à-dire on ne les développe pas théoriquement, on fait vivre des expériences de soft skills. Alors, je ne vous dis pas, des fois ils vivent des aventures terribles, mais ils adorent ça. On les décontextualise, on les met dans d'autres situations physiques, dans d'autres espaces, lieux, avec d'autres intervenants, pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les hard et les softs, et on développe les softs pour qu'ils grimpent sur les hard. Donc la mesure, elle est sur les hard, elle n'est pas sur les softs. C'est peut-être paradoxal. Alors je sais qu'on est en train de nous bassiner avec une espèce de reconnaissance des soft skills, bon, très bien. Mais moi, ce n'est pas mon objet.
Mon objet, c'est que je développe tout. Alors pour le coup, le SEP, il est fondamental. Hein, le sentiment d'efficacité personnelle est fondamental. Je développe mes softs pour pouvoir réaliser une commande. Et ensuite, je développe des hard. Puis ensuite, ça grimpe l'un sur l'autre. C'est-à-dire, plus je vais développer des hard, plus je vais développer des softs. Tout ça dans de la métacognition. Encore une fois, ce qui est hyper important, c'est la conscience que j'ai, que je sais faire ça. C'est-à-dire comment j'ai réalisé quelque chose que je ne savais pas faire, comment je l'ai réalisé pour que je puisse le transférer à une autre situation. Donc c'est les hard qui mesurent les softs. C'est peut-être paradoxal, mais ça a son sens dans notre construction. Merci Laurence. Du coup, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a une dernière question ou commentaire? Et sinon, je vous propose de conclure. Est-ce qu'ils ont trouvé ça intéressant? Nous avons notre témoin qui pose une question, qui vous renvoie. Est-ce que vous avez trouvé l'atelier intéressant? Je vous propose peut-être de poursuivre du coup ces éléments, en prendre un temps peut-être, parce que ça va être plus compliqué pour interagir aussi avec le chat. Je vous propose du coup de conclure également pour vous laisser un petit peu de temps de pause aussi avant de rejoindre la clôture de cet événement. Peut-être juste quelques mots de ma part. Je voulais revenir sur hier à nouveau sur le cadrage qui avait été posé. On a pu entendre qu'il était plus l'heure au questionnement de l'intérêt en fait de la digitalisation des entreprises de formation ainsi que de leurs offres, puisqu'il s'agit maintenant de rentrer dans cette nécessité de transformation embarquée par un mouvement de fond de digitalisation de la société, on a pu entendre, et de l'économie. Alors moi, je voulais vous faire une petite illustration, voilà. Donc ici, pour prendre un peu le contre-pied justement de cette illustration, et puis sans injonction aucune, l'idée là, c'était en fait avec nos témoins d'essayer de vous donner de la matière pour réfléchir et peut-être, on l'espère, pour agir, en leur donnant voilà, la parole pendant cette heure et demie. On espère du coup que le challenge a été relevé. Je vous invite également du coup à revenir vers Claude et puis aussi Laurent si vous voulez réagir par rapport à l'intérêt de cet atelier puisqu'il est preneur. Je remercie du coup nos deux intervenants. Merci beaucoup. Merci à vous pour être intervenus dans la salle ainsi qu'en distance. Merci à tous les animateurs techniques. Merci aux techniciens. Je vous propose maintenant de prendre, vous avez une petite vingtaine de minutes devant vous pour souffler, pour réseauter. Et je vous donne rendez-vous du coup à 16h à l'auditorium Pasteur, niveau 2, pour la clôture de cet événement. Et puis également sur notre site internet, en suivant, vous allez retrouver le compte-rendu, les replays, voilà, pas mal d'extraits sur le site du Carrefour F Occitanie en suivant. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter sur notre site pour suivre après cet événement et à avoir, voilà, continuer l'aventure. Merci à toutes et tous et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi aux innovantes. Merci.